Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast Histoires européennes avec des S entre parenthèses pour parler à la fois de la grande et de la petite. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre premier invité, monsieur André Lescroux-Pietri, qui a un parcours assez extraordinaire, disons-le, très riche et très varié, sur lequel on reviendra plus précisément. Donc, avant de passer à cette interview, je voudrais simplement expliquer très brièvement pourquoi nous lançons ce podcast Histoires européennes. Nous avons remarqué que dans l'écosystème des podcasts francophones, nous n'avions pas en réalité d'interviews de personnes ayant un lien très fort avec l'Europe, des personnes pour lesquelles l'Europe a joué un rôle très important. Et donc, nous estimions, notamment dans le cadre des élections européennes, qu'il était intéressant de donner l'opportunité à ces personnalités-là de pouvoir s'exprimer sur leur parcours, sur l'importance que l'Europe a eue au sein de leur parcours, et évidemment sur leur vision de l'Europe, pour combler ce manque. Et j'espère que vous, auditeurs et spectateurs, aimerez ce contenu. Voilà, on est là pour passer un bon moment, on est là pour parler de choses assez à la fois complexes et passionnantes. Donc j'espère qu'on va vous embarquer et je vous souhaite une très bonne écoute. Sur ce, je finis par remercier donc le Mouvement européen France, Google et le Centre de politique européenne que je représente aujourd'hui, avant donc de passer la parole à monsieur André Lescroux-Pietri. André, comment allez-vous ? Bonjour Victor Varème, c'est un plaisir d'être là. Écoutez, c'est une excellente nouvelle. Sur ce, j'aimerais simplement vous demander de vous présenter avec vos propres mots, en mettant en valeur les expériences que vous voulez. Bien sûr, et déjà bravo pour ce que vous faites. Je pense que c'est important de mettre le sujet européen, notamment en ce moment, au cœur de la discussion. Alors, donc André Lescroux-Pietri, je suis à la fois français et allemand. Je dirais même je suis français, allemand et corse. Et donc, authentiquement européen, vraiment par toutes mes racines. Donc, né à Berlin, grandi à la fois en France, en Allemagne, en Corse. Mais aussi, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Afrique. Et on dit souvent que c'est quand on est à l'extérieur de l'Europe qu'on réalise à quel point l'idée, les valeurs, l'Europe est importante. Moi, ça a été le cas quand j'étais à la fois au Maroc et en Côte d'Ivoire. J'ai une formation à la fois généraliste, économique et aussi ingénieur scientifique. J'ai passé un bac allemand, j'ai fait une prépa en France, où on voit très vite d'ailleurs la différence entre les différents systèmes éducatifs, l'importance de l'excellence, du classement, du travail collaboratif, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui, il y a 30 ans, était quand même pas forcément quelque chose qui était au cœur des cursus à la fois scolaires et universitaires. Ensuite, une carrière où j'ai démarré dans le conseil, mais très vite dans l'industrie, dans une société authentiquement européenne, qui est peut-être l'exemple de la réussite européenne, qui est Airbus. Où là j'ai assisté, où j'avais à Toulouse, donc au cœur mon bureau donné sur les usines d'assemblage du 320, que tout le monde connaît, qui est le grand succès d'Airbus, qui a permis à cette entreprise de devenir ce qu'elle est. J'avais un job très allemand, c'est-à-dire que j'étais l'assistant d'un des membres du comité exécutif. En allemand, on appelle ça Vorstandsassistent. Et vraiment, j'ai été pétri de cette culture de la science, de l'ingénieur, du travail, de l'excellence, mais aussi très vite de la difficulté de travailler en européen. C'est-à-dire, moi, la plus grande surprise a été, je suis arrivé avec plein d'idéaux chez Airbus, et très vite, à l'époque, on parlait non pas des personnes qui travaillaient à Toulouse, à Munich ou à Filton ou à Séville, mais on parlait des Français et des Allemands. Et alors, quand ça marche bien, c'est formidable. Quand ça marche mal, quand vous parlez très vite des nationalités, très vite, ça commence à devenir un petit peu émotionnel. Donc, beaucoup des sujets européens qu'on connaît aujourd'hui, j'ai pu les découvrir. Ensuite, je suis resté dans l'industrie, mais pour faire de l'investissement, pour notamment des grandes familles industrielles françaises. C'est elles qui m'ont permis de partir au grand international, notamment en Asie, où j'ai passé une dizaine d'années, notamment en Chine, où je m'occupais d'un fonds d'investissement qui investissait uniquement dans des sociétés européennes pour les aider à se développer à l'international, et notamment en Asie.
Déjà à l'époque, on était assez prudent sur ce qui était la doxa de l'époque. C'est pour réussir en Chine, il faut faire une joint venture avec un partenaire chinois. Je pense que la plupart, malheureusement, des joint ventures se sont très mal passés et que parfois il faut avoir, et nous on a eu la chance un petit peu d'anticiper. Donc voilà, j'étais tranquillement en train de faire ça. Élection du président de la République en 2017 et là, opportunité de rejoindre un cabinet ministériel, ce qui n'était pas du tout mon environnement. Je suis ni énarque, ni membre d'un corps d'ingénieurs français, mais j'ai intégré un petit peu ce qui est le sein du pouvoir, en tout cas l'entourage du pouvoir, et donc conseiller la ministre des Armées sur les sujets de défense européenne, sur les sujets de souveraineté technologique. C'était 2017. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle tous les jours. Ce n'était pas du tout un sujet important à l'époque. C'est ça qui m'a inspiré, donné l'envie, permis de trouver les bonnes personnes pour m'occuper du projet dont je m'occupe aujourd'hui, qui est de créer une agence d'innovation de rupture européenne qui s'appelle donc la Joint European Disruptive Initiative, JEDI en cours, parce que l'Europe sait aussi inventer des acronymes sympas et qui ont une énergie avec elle. La force. Effectivement. La force est très forte. On est 6 000. On est 6 000 maintenant dans 29 pays européens. Je tiens à préciser, c'est une initiative de la société civile. Donc, on est structuré comme une organisation non gouvernementale qui aussi va au-delà de l'environnement UE pur. C'est-à-dire que ça englobe la Suisse, ça englobe le Royaume-Uni, ça englobe les écosystèmes de Norvège, parce qu'on considère qu'il faut être très pragmatique et que sans le Royaume-Uni, difficile de faire, d'avoir les meilleurs dans le domaine de l'IA ou de la biologie de synthèse. Si on n'a pas les deux écosystèmes, notamment autour de Lausanne et de Zurich, qui sont les plus beaux succès, parmi les plus beaux succès universitaires des 25 dernières années, les écoles polytechniques de ces deux villes, on loupe beaucoup de talent, et donc il faut, dans la situation dans laquelle on est, où la technologie est devenue tellement clé, non pas juste pour l'avenir de nos économies, mais pour l'avenir de nos démocraties, c'est important d'être dans l'action et d'être surtout très pragmatique. Alors, passionnant, un parcours, comme je disais, extrêmement varié au final. J'aimerais revenir... vous n'avez pas de carrière linéaire avec moi. Là. Effectivement, il y a une ligne rouge qui est l'impact, qui est la technologie et la science, ça oui. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire chaque fois des rencontres, mais c'est pas une courbe ou c'est pas une ligne, on va dire, traditionnelle. Alors... Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais revenir peut-être un peu plus précisément sur certains passages de votre parcours. Déjà sur, donc, effectivement, votre double nationalité, française et allemande. Vous parliez effectivement de caractère très émotionnel, de travailler entre français et allemand. Moi, c'est quelque chose que je vis aussi, puisque je suis dans un think tank multinational, y compris donc français et allemand. Et vous, à titre personnel, en fait, comment vivez-vous cette double nationalité-là ? Donc, on va essayer de rentrer un peu dans le fond de ce que vous pensez de cette situation-là, notamment sur les choix qui ont été les vôtres. Au final, est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a donné l'envie d'avoir une perspective aussi internationale, ou est-ce que c'est d'autres facteurs ? Bon, il y a plein de questions. Alors, déjà, je vous parlais du fait que quand on était à l'étranger, c'est là où on se sentait souvent très européen. Donc, parfois, en France, en Allemagne, on prend l'Europe pour quelque chose de... Voilà, comme le diraient les anglo-saxons, we take it for granted. On prend ça comme une espèce de fait immuable. Mais c'est quand même une vraie chance. Quand on est en Chine, qu'on voit les difficultés que la Chine a avec tous ses voisins, la Corée, le Japon, et qu'elle n'a pas du tout, 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, toujours pas réglé les problèmes vraiment entre les deux pays, entre ces pays, on se rend compte à quel point la France et l'Allemagne ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'était quand même les ennemis héréditaires, et on a réussi à faire de ces deux pays, en tout cas les plus proches, que ce soit dans les administrations, les gouvernements. Ensuite, je vais être aussi très clair, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à parler du... Moi, je suis un pur produit, vous voyez, de
du traité de l'Élysée de 63, où Adenauer et De Gaulle, 18 ans après la guerre quand même, ont eu le courage de passer au-delà, ce qui même politiquement est quelque chose je pense qu'on continuera à sous-estimer tellement on ne voit pas la portée du truc, et ont décidé d'envoyer tous les ans des milliers de jeunes Allemands en France, des milliers de jeunes Français en Allemagne, et ce qui devait arriver. Mes parents se sont retrouvés, alors en plus pour l'anecdote, sur le GR20, à l'époque on était en train de créer les parcs régionaux en France. Et ma mère était dans ceux qui ont participé à la création du parc régional de Corse, avec ce fameux grand chemin de randonnée. Mon père était scout allemand. Et voilà. Donc voilà, j'ai plein d'histoires où l'arrivée de mon père allemand dans une famille de résistants communistes, donc pas des résistants de 44, vous voyez, des résistants de 41 corse, ça n'a pas été facile au début. Mais quand on voit ensuite la proximité qu'il a tissée avec toute la partie corse de la famille, c'est quand même un message très optimiste sur le fait qu'on peut surmonter nos... Voilà. Donc, assez parlé de cet aspect-là. Ensuite, quand je disais il faut être clair, il faut aussi arrêter de se faire des illusions. Aujourd'hui, quand j'entends pas mal de responsables politiques parler du couple franco-allemand, de la formidable relation entre la France et l'Allemagne, soyons très honnêtes, aujourd'hui, les deux pays ne se comprennent pas et ne se comprennent plus. Oui, on a quelques ministres français très talentueux qui parlent allemand, mais ils ne comprennent pas l'Allemagne. Quand vous avez un Français qui va à Berlin, qui rencontre un ministre allemand, qui revient à Paris en disant « l'Allemagne veut que », c'est juste ne pas comprendre que l'Allemagne ne se décide pas à Berlin, même si ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois né là-bas, mais l'Allemagne aujourd'hui c'est plutôt Munich, Stuttgart, Cologne, etc. Quels sont véritablement les ministres qui passent du temps dans les différents länders? Pas beaucoup, mais idem. Aujourd'hui, qui connaît les différentes responsables politiques français dans la classe politique allemande? Finalement, pas tant que ça. Donc on a besoin donc il faut probablement arrêter le côté très émotionnel du couple, parce que qui dit couple veut dire que crise, émotion, voilà, et revenir sur une vision beaucoup plus stratégique, parce que je pense qu'Adenauer et De Gaulle n'étaient pas forcément, c'était pas des enfants de cœur, ils avaient une vision très stratégique, c'est-à-dire il y a une vision de si on ne travaille pas ensemble sur des projets communs, de moins en moins notre voix portera et de moins en moins nous serons capables d'influer le cours des choses, parce que finalement c'est ça qu'on veut, c'est chacun individuellement, en tant qu'organisation, en tant qu'État, en tant que on va dire unité qui regroupe plusieurs nations. On a de plus en plus envie dans ce monde d'avoir un impact, et que ce soit plutôt nos valeurs, notre manière de voir, qui au moins trouve sa place, et ne pas se voir imposer le monde tel qu'il est en train d'accélérer à nous. Parce que quand on est en défense, on le voit malheureusement avec l'Ukraine, la défense n'est pas une stratégie. Et aujourd'hui, malheureusement, la France et l'Allemagne sont un peu devenus les pays d'une certaine forme de surprise stratégique. C'est-à-dire on est surpris par le Covid. Alors, le monde entier a été surpris par le Covid, même si c'était quand même quelque chose sur lequel alertaient les scientifiques depuis pas mal de temps, qu'il y aurait une pandémie. On a été surpris par ChatGPT, par l'intelligence artificielle générative en 2022, alors que les premiers papiers scientifiques datent de 2018. Donc, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps ? On est surpris par la guerre en Ukraine. Si on avait un peu plus écouté nos amis des pays baltes, on aurait peut-être été un tout petit peu moins surpris. Quelle va être la prochaine surprise? Et plus on accumule les surprises, plus ça coûte cher déjà. La défense est toujours beaucoup plus coûteuse, et moins on compte dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, mon grand espoir sur la France et l'Allemagne, c'est que de cette diversité qui aujourd'hui nous tire plutôt vers le bas parce qu'on n'arrive pas à accommoder les deux positions, comment au contraire on arrive à en faire une force qui fait que dans ce monde complexe, on a plus que jamais besoin de vues très différentes, très complémentaires pour appréhender une réalité qui clairement ne s'appréhende pas avec une certaine forme de pensée unique à Paris ou à Berlin. Très clair. Donc vous restez quand même optimiste sur la capacité des Français et des Allemands à se mettre d'accord sur ces enjeux stratégiques-là. Oui, mais justement, s'ils deviennent stratégiques. Aujourd'hui, je pense qu'on a oublié la notion
c'était quelqu'un qui me disait ça. Alors, tous les cabinets ministériels ne sont pas comme ça, qui me disait quand j'étais accueilli à l'hôtel de Brienne. Alors, et pourtant, c'est le ministère des Armées, c'est-à-dire c'est un ministère qui vraiment a une qualité de recrutement, qui est un des ministères qui pense le plus long terme, qui est d'ailleurs... On reparlera de la DARPA et de l'Agence d'innovation de rupture qui, aux États-Unis, est liée au Pentagone. Il ne faut pas oublier que dans nos démocraties, le seul endroit qui dépasse en fait la règle budgétaire qui veut que en fait, on ne peut planifier, pour des raisons démocratiques tout à fait légitimes, que année par année, qui a cette capacité de planifier plusieurs années à l'avance. Moi, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, les démocraties doivent réinventer le goût du long terme, parce que plus vous êtes court terme, plus en fait, vous encaissez les coûts. Et donc l'anecdote, c'était, on me disait, tu verras, le court terme, c'est demain, et le long terme, c'est la semaine prochaine. Mais je pense que si on est là, vraiment, il faut se faire du souci pour nos démocraties, comme Emmanuel Macron le dit, l'Europe peut mourir. Mais je pense que c'est même pire que ça. Je pense qu'on est en train d'assister à un enterrement de première classe, mais le cercueil n'est pas encore en terre. Je pense que tout peut être encore changé. Mais il faut pas attendre, il faut se mettre au travail tout de suite. Alors, réaliste au final. Très réaliste. Je pense que, vous voyez, que ce soit sur la technologie ou l'Europe, on entend en permanence l'Europe, puissance, l'Europe est formidable. J'entends un commissaire européen dire l'Europe est championne du monde, des vaccins, de la réglementation numérique, etc. Mais dans quel monde vit-il ou vit-elle ? Non, aujourd'hui, l'Europe n'a plus d'impact. Elle se fait plaisir en faisant des réglementations qu'elle pense. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle « L'effet de Bruxelles » qui, d'après moi, est très toxique parce que ce livre donne l'impression, notamment aux décideurs politiques, qu'on a de l'impact. Il ne s'agit pas d'être positif, négatif, pessimiste ou optimiste. Il s'agit d'abord d'être réaliste. Si on ne pose pas le bon constat, on ne va jamais prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, le constat est que nous perdons la bataille technologique. Nous n'avons pas encore réussi à réinventer notre modèle démocratique au moment où, prenez l'exemple de Taïwan, où on peut réinventer grâce aux outils numériques une démocratie participative différente, où on peut peut-être résister aux facteurs déstabilisateurs des réseaux sociaux, des influences étrangères, mais non pas en s'asseyant sur nos valeurs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de bannir les réseaux sociaux, parce que je pense que là, on fera ce que font les pays autoritaires. Donc quand même, ils auraient beau jeu de dire qu'il y a un double standard. Donc il ne faut surtout pas faire de concessions sur nos valeurs. Par contre, être réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, non, nous ne pesons plus dans le monde. Non, aujourd'hui, la relation franco-allemande n'est pas ce couple merveilleux parce qu'on est d'accord sur rien. On n'est pas d'accord sur l'hydrogène, on n'est pas d'accord sur le nucléaire, on n'est pas d'accord sur la Chine, on n'est pas d'accord... Si Trump est réélu, je ne l'espère pas, évidemment, on va voir les Français, les Allemands et tous les Européens individuellement aller à Canossa, à Washington, pour montrer à quel point c'est les meilleurs partenaires des États-Unis. On l'avait déjà vu lors de sa première présidence. Donc soyons honnêtes, aujourd'hui, non, ça ne fonctionne pas. Et si on pose ce bon constat, là, on aura ce sentiment d'urgence qu'il faut vraiment agir. Mais si on ne crée pas ce sentiment d'urgence, qu'il y a vraiment une nécessité de changer la manière dont on travaille en européen, dans nos institutions européennes, mais aussi, parce que les institutions européennes, c'est un coupable idéal, les institutions européennes sont celles que les capitales nationales, et notamment Paris et Berlin, veulent bien qu'elles aient comme pouvoir ou pas. Donc si on ne pose pas bien ce constat, on n'arrivera jamais à avoir des bonnes stratégies. Donc je suis là, moi, pour poser un constat qu'aujourd'hui, véritablement, on est à -5 et qu'on a intérêt en Europe à travailler bien différemment. Au final, moi j'entends dans votre discours que vous revendiquez une certaine innovation démocratique. Premièrement, peut-être pour trouver davantage de solutions entre Européens, puisque les Français et les Allemands, pour commencer, après, ce ne sont pas les seuls problèmes qu'on a en Europe, il y a quand même 27 pays, mais c'est vrai que tout commence en général par le couple franco-allemand. Donc, innovation démocratique... Vous avez reparlé du couple franco-allemand. Alors oui, on va arrêter avec... Non, mais... Alors, d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant, puisque je pense que les auditeurs et les spectateurs ne sont pas nécessairement au courant, mais les Français parlent de couple franco-allemand et les Allemands parlent de moteur franco-allemand historiquement. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça de leur côté, entre guillemets,
alors qu'on a eu tendance à romanticiser cette relation Complètement. du côté français. Ce qui montre déjà qu'on a une approche culturelle très différente des relations géopolitiques avec nos voisins, je pense. Et c'est pas lié à l'Allemagne, hein. Quand je vois la relation entre la France et la Chine, on est absolument persuadé qu'on est les meilleurs amis de la Chine parce que De Gaulle avait été le premier à reconnaître la République populaire en 1964. Et les Chinois ont bien compris ça et chaque fois ils nous servent la soupe en disant « Les Français, vous êtes nos meilleurs amis, vous avez été les premiers à nous reconnaître. » Et après, moi ce qui compte c'est est-ce que véritablement nos entreprises fonctionnent en Chine ? Pas vraiment, quelques exceptions notables. Est-ce que véritablement on amène la Chine de notre côté sur les sujets ukrainiens ? Enfin, moi, je me pose la question. Vous savez, le président à Paris, une semaine après, il embrasse, mais littéralement Poutine. Enfin, c'est un échec patent des Européens sur leur capacité à peser sur le cours des choses. Et là, effectivement, la seule manière dont on y arrivera, c'est si on y arrivera en étant groupé, en faisant, et non pas en ayant des stratégies individuelles. Très bien. Justement, vous venez de parler de la Chine et vous avez quand même une expérience de 10 ans en Chine, si je ne m'abuse, dans le monde du capital risque. Qu'est-ce que vous avez appris sur les Chinois et sur la capacité des Chinois à faire de la haute technologie, à faire de l'innovation de rupture ? Alors déjà, c'est pas un vieux proverbe chinois, donc je ne vais pas vous citer Sun Tzu ou Confucius, mais qui dit plus vous restez, moins vous comprenez. Et je pense que c'est vrai. Donc c'est un pays ils sont très forts. Et surtout c'est un pays on a tendance à penser que c'est la France en très grand en fait c'est un pays extrêmement complexe. C'est-à-dire que les Pékinois ne comprennent pas vraiment les Shanghaïens. Les gens du Sud sont un peu nos gens du Nord pour rentrer dans les clichés, bosseurs, taiseux. Tandis que les gens du Nord de la Chine sont plutôt un peu nos gens du Sud, blagueurs, beaux parleurs. Donc, en fait, c'est un pays très complexe, beaucoup plus fédéral, même dans ses budgets. C'est-à-dire, aujourd'hui, les provinces chinoises ont des budgets beaucoup plus importants en pourcentage, même que les Länder allemands. Donc, en fait, le pouvoir central a un pouvoir plus faible. Alors, Xi Jinping est en train de changer ça en centralisant, et d'après moi, il est en train de casser ce qui a fait pendant longtemps le succès économique de la Chine, mais on verra ce que nous réserve l'avenir. Déjà, je voudrais faire une distinction. Il y a la Chine et le Parti communiste. Soyons très clairs. Aujourd'hui, notre vrai compétiteur, c'est pas la Chine, mais c'est le Parti communiste qui porte des valeurs et un système qui est pas du tout celui qu'on veut, je pense, en Europe. Et c'est ça le vrai ennemi ou ce qu'il faut combattre, au moins au niveau des idées. Faisons cette distinction parce que sinon le parti utilise ça. 100 millions de personnes quand même en Chine utilisent ça pour dire vous voyez le reste du monde, notamment l'Occident, si on peut appeler l'Occident comme ne veut pas qu'on se développe. Donc il faut faire un petit peu attention à ne pas leur donner des armes. Deuxième chose, c'est pendant longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, ça a été un pays où en fait rien n'était blanc, rien n'était noir, rien n'était, ou très peu, rien n'était purement étatique. Rien n'était purement secteur privé. Vous aviez 80%. En fait, le yin et le yang, on a l'impression que le noir et le blanc sont très distincts. Ouais. En fait, il y avait un peu de blanc, un peu de noir et 80% de gris. Ah oui. Et en fait, quand vous y réfléchissez, le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde gris. C'est-à-dire, les conflits en Ukraine, il est sous le seuil nucléaire. Beaucoup de conflits au Moyen-Orient sont sous le seuil de la guerre ouverte. Et en fait, on a beaucoup de mal... notamment en Europe où on est parfois assez binaire, à bien appréhender cette complexité. Alors que normalement, vous parliez du fait qu'on est 27, on a ces 27 perspectives. Donc, vous allez me traiter peut-être de naïf ou d'idéaliste, mais je suis encore persuadé que dans le monde d'aujourd'hui, cette construction européenne, qui aujourd'hui arrive plutôt au compromis mou, c'est-à-dire les réglementations, les décisions bruxelloises sur je sais pas, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Chine, sont souvent des compromis. Comment on arrive à tourner ça ces 27 perspectives nous permettent en fait d'être bien meilleurs que les autres
d'être bien meilleur qu'à Washington, d'être bien meilleur qu'à Sydney, d'être bien meilleur qu'à Tokyo, pour appréhender un monde qui est devenu gris. Et pour revenir à la Chine est un pays qui, en fait, pendant 40 ans, a expérimenté. C'est la fameuse phrase de Deng Xiaoping, peu importe, ou un pragmatisme absolu, peu importe que le chat soit blanc ou noir, peu importe qu'on soit capitaliste ou communiste, l'important, c'est qu'il attrape des souris. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, la jeune génération dirait l'important, c'est l'impact. Et c'est vrai. Pour ça, je pense qu'on a... c'est pas qu'on devrait en apprendre. Il faut surtout pas commencer à faire, parce qu'on entend ça parfois dans quelques cercles, notamment de dirigeants, finalement... la Chine a des méthodes qu'il faut qu'on applique, certainement pas. Par contre, il faut qu'on revienne à cette notion d'impact. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe passe de cette notion très performative, c'est-à-dire on fait un discours et on pense que c'est fait. On fait une réglementation, on veut 20% des semi-conducteurs d'origine européenne. Oui, mais il est où le plan d'action pour le faire? On veut être moins dépendant de la Chine. Oui, mais on est en train de construire des éoliennes offshore qui utilisent 90% d'aimants permanents, donc des terres rares, qui sont raffinées en Chine. Aujourd'hui, le Green Deal, il est une énorme... Je sais que je suis convaincu qu'il faut le faire, mais il est une énorme source de dépendance accrue à la Chine. Et si on pensait qu'on était dépendant à la Russie, on va voir ce qui va se passer avec la Chine. Ils vont l'utiliser de manière bien plus stratégique encore que Poutine a pu le faire. Donc, c'est de ça qu'on peut peut-être apprendre de ce qui a été le modèle chinois. Je crois que ça ne l'est plus, cette capacité d'expérimenter. Parce qu'on est dans un monde où il faut se méfier de penser que le monde sera comme ça dans 2-3 ans. Par contre, il faut faire des grands paris. Et quand vous regardez le monde de la Silicon Valley de manière finalement assez parallèle, on est rentré dans un monde de grands paris. Quand Zuckerberg lance le métaverse, bon, c'est un pari qui en ce moment n'a pas aujourd'hui réellement trouvé sa réalité. Quand Microsoft investit 1 milliard de dollars, ce qui est à la fois une somme importante et finalement peu par rapport à l'enjeu dans OpenAI, qui était une fondation intéressante, qui est un peu... qui l'est toujours. Qui l'est toujours. Alors maintenant, c'est vraiment devenu une entreprise. À retenir une fondation à but non lucratif, totalement, bientôt en théorie. Exactement. Bon, aujourd'hui, c'est clairement devenu à but lucratif. Mais en fait, ils ont fait un pari qui s'est transformé en 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière supplémentaire pour Microsoft. Où sont nos grands paris en Europe? Et pour 2 raisons. Si on ne fait pas ces paris... Aujourd'hui, ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, faire des paris, ce n'est pas une garantie de succès, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'en fait pas, on est sûr de perdre. Et deuxième chose, les paris, quelque part, quand vous avez... à nouveau, je suis un Européen, mais vraiment convaincu. Et par contre, il faut quand même qu'on s'inspire des autres. Quand Kennedy, en 62, après la difficile séquence de Cuba, la crise des missiles, etc., fait son discours à l'université de Rice, au Texas, non pas dans la salle des fêtes de la chancellerie ou de tel ministère, mais devant 40 000 personnes, dans un stade de football américain, en lançant la conquête spatiale avec un objectif très clair. Nous voulons amener des astronautes sur la Lune et les ramener en sécurité avant la fin de la décennie. Unité de temps, un temps très clair, un objectif très précis. Il n'a aucune idée de comment y arriver. Par contre, il a ces phrases hyper fortes qui sont de dire nous allons le faire non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Not because it's easy, but because it's hard. Et là, vous avez une foule en délire qui dit qui se sent très inspirée. On va le faire parce que ça va nous permettre de tester nos meilleures capacités, our best abilities. Et en fait, il donne une vision claire de l'objectif. Et c'est peut-être dans cet état d'esprit qu'on devrait... Et quelque part, on parlait de la Chine, pendant longtemps, en tout cas les dirigeants chinois, pour servir leur objectif de contrôle par le parti, etc., étaient souvent dans l'objectif, c'est-à-dire on veut être les meilleurs dans l'automobile, on veut réinventer la manière dont la conquête spatiale est faite, on veut qu'en 2049, notre pays soit le premier au monde, etc. Donc ces objectifs-là, sans forcément les décliner de manière trop précise, mais en fait créent une espèce de couloir, d'aspiration. Et c'est ça que les Européens doivent retrouver. Il faut qu'on arrête de parler d'IA pour l'IA, il faut arrêter de parler du quantique pour le quantique. C'est à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour réinventer la manière dont on va
travailler à 27. On est dans le cas des élections européennes. Aujourd'hui, on a 27 élections nationales. Est-ce qu'on peut utiliser la traduction automatique et l'IA pour créer un véritable agora européen ? C'est un de nos programmes de recherche chez JEDI. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour la découverte de nouveaux médicaments, notamment en utilisant tout ce qu'on vient de découvrir dans les océans, qui a une richesse, parce que les océans existent depuis bien plus... La vie existe dans les océans depuis bien plus longtemps que sur Terre. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour des nouveaux anticancéreux ? Est-ce qu'on peut utiliser les nouveaux développements dans la biologie de synthèse pour faire des plantes qui développent leur propre engrais et non pas avoir ce débat très divisif, qui polarise, qu'on a eu en France, en Allemagne, au niveau de la Commission européenne, sur est-ce qu'on veut le glyphosate, est-ce qu'on veut les phytosanitaires ou pas. Donc vous voyez, réfléchir à ces grandes visions permet de dépasser souvent des débats qui sont très polarisants au niveau européen. Et je trouve quand même que l'Europe manque, et ses dirigeants manquent terriblement de vision stratégique. Et c'est ça qu'il faut qu'on pousse. Donc il faut qu'on vote le 9 juin. Qui que vous votiez pour, il faut que ça soit des gens qui redonnent une vision positive et qui soient aussi empreints de cette volonté de mettre en œuvre. Il y en a marre des discours, il y en a marre des commissions, il faut maintenant agir parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc j'espère que vous avez entendu. Allez voter le 9 juin, c'est très important. Il ne faut pas que d'autres organisent votre futur à votre place, ça c'est sûr. Voilà, absolument. J'aimerais maintenant revenir plus précisément sur la JEDI et sur la manière en fait dont vous avez créé cette institution, d'où sont venues ces idées-là. Est-ce qu'au final c'était l'aboutissement logique d'un parcours chez Airbus, en Chine, ensuite donc en politique ? Est-ce que c'était une opportunité aussi pour vous à ce moment-là parce que vous aviez les bonnes personnes, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? Alors, moi, j'ai jamais fait de politique. Peut-être que je devrais le faire un jour, mais pour le moment, l'opportunité ne s'est pas présentée. J'ai été conseiller d'une ministre. Mais effectivement, la vision, elle est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, on vit une période d'accélération scientifique et technologique tout à fait unique dans l'histoire. Il y a une accélération, on le voit sur le sujet de l'intelligence artificielle, on le voit sur le sujet du quantique, on le voit dans le domaine du spatial. Vous avez utilisé, je ne sais pas à quelle heure de la journée vous allez écouter ou regarder ce podcast, mais si c'est à la fin de la journée, vous aurez utilisé avec votre téléphone mobile au moins 50 fois un satellite pour différentes utilités. On voit qu'il y a toute une vision sur comment est-ce qu'on peut passer, notamment dans le contexte du changement climatique, d'une économie qui va extraire des minéraux, qui va extraire du pétrole, qui va extraire de la viande bovine, à une économie qui est plus une économie générative, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en fait ne pas surutiliser les ressources de la planète, mais au contraire créer de manière adaptée et juste à la bonne mesure ce dont on a besoin par les mécanismes biologiques. Ça, c'est toute la promesse de la biologie de synthèse. Donc on voit bien qu'on a cette accélération scientifique et technologique, et je vous parlais du fait de la nécessité d'être réaliste. L'Europe, depuis quelques années, est en train de perdre complètement pied. Alors elle perd pied de manière économique. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Nous en parlons depuis 6 mois, donc on est content que d'autres le reprennent. Le fait que depuis... on était les premiers en septembre à montrer ce graphique. Depuis 20 ans, le PIB par tête des Européens avait chuté de 30% par rapport aux États-Unis. Donc à nouveau, ce n'est pas juste le PIB des pays, parce qu'après on dit oui, mais il y a des énormes entreprises. Non, c'est par individu. Et après on nous dit oui, mais c'est les États-Unis. Comparé par rapport à la Suisse, c'est pire, c'est 50%. Donc il y a un vrai appauvrissement. Et le problème, c'est que quand on n'a pas des moyens de faire, c'est plus difficile. Deuxième chose, nos positions dans le domaine technologique sont... Alors on a quelques exceptions. On cite souvent ASML, qui fait des machines-outils pour créer des semi-conducteurs d'aujourd'hui et de demain. Airbus, bien sûr, dont on a parlé. Mais sur tous les autres sujets, l'année dernière, terrible, on a lancé 3 lanceurs dans l'espace. Elon Musk, seul, en a lancé 97. Une entreprise a fait 2 ordres de grandeur de plus que
presque 2 ordres de grandeur de plus que toute l'Europe réunie, alors que l'accès à l'espace est un élément essentiel. Sur le cloud, on est passé de 30 à 15% de part de marché en 5 ans, alors que on parle d'économie de la data, où sont stockées nos données personnelles, professionnelles, etc., qui vont nourrir ces intelligences artificielles. Sur l'intelligence artificielle, on a quelques pépites, mais aujourd'hui, quand même, le rythme est imposé par Microsoft, Google, Anthropic et toutes ces... alors on a une pépite française, enfin plusieurs pépites françaises, on a plusieurs pépites allemandes qui en fait font un petit peu la course en parallèle. Dans le domaine de la biologie de synthèse, qui est le grand sujet en ce moment aux États-Unis, il est quasiment inexistant du débat. En Europe. Donc, on a cette accélération technologique phénoménale. Elle a un impact sur l'économie, on en parlait, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'aujourd'hui, c'est au cœur de l'avenir de notre démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 50% des millennials, donc de la jeune génération, composent ses opinions politiques à partir d'informations tirées des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont devenus absolument essentiels. Les communications, on en parlait. Donc pour l'avenir de la démocratie, ce sujet scientifique et technologique est tout à fait essentiel. Donc l'idée est venue de ça, c'est de dire soit on se désespère, soit on dit l'Europe est morte ou l'Europe est en train de mourir, soit on essaye de faire quelque chose. Et en fait, on se rend compte, je vous parlais d'OpenAI tout à l'heure, que... je ne sais pas si je dois dire ça dans un studio de Google, mais pendant longtemps, notamment Google, la fonction de recherche était quelque chose qui était vu comme comment on fait en Europe pour éviter d'être totalement sous la domination d'un seul moteur de recherche, aussi bon soit-il. Et on a essayé de faire la même chose. On a dépensé des centaines de millions d'euros et un projet qui s'appelle Quero, qui a été une catastrophe absolue, très top-down, très verticalisé, très politique publique. Et vous avez cette fondation, certes bien dotée, mais bon, 1 milliard de dollars par rapport aux moyens européens, ça reste encore tout à fait accessible, qui, au lieu de dire on va faire un Google bis, en fait, a pris le problème de manière différente en disant on ne va plus faire de la recherche par mots-clés, mais on va faire ça par prompt, par recherche en langage naturel. On va utiliser la promesse que permet l'intelligence artificielle générative et en fait rendre la recherche classique un petit peu old-fashioned. Donc, ils ont réussi très vite à changer la donne. Donc, c'est ça la promesse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la science et l'ARN messager a rendu, pas caduque, mais en tout cas, a permis d'aller beaucoup plus vite que les méthodes classiques de développement de vaccins. SpaceX a rendu assez caduques les lanceurs classiques. Et finalement, l'idée, c'est quand même pas... l'idée elle-même, le concept, il est simple. Vous prenez un aller-retour entre Paris et Berlin, vous ne jetez pas votre avion quand vous arrivez à Berlin. Quand on lance une fusée, on ne va pas lancer... Donc, il y a eu cette idée de réutiliser ces fusées. Et il a démarré quand même avant 2010, Elon Musk. Il nous a fallu 12 ans pour comprendre en Europe que c'était la voie à suivre. Donc la promesse, c'est de dire que cette accélération technologique et scientifique permette de rebattre les cartes. Et c'est tout ça l'idée de Jedi, c'est de dire arrêtons de nous concentrer sur le combat d'aujourd'hui, soyons les meilleurs du monde, utilisons les outils qu'il y a, mais concentrons-nous sur le coup d'après. Donc ce que fait Jedi, c'est nous finançons des programmes de recherche qui visent à développer, à ouvrir les voies, à déverrouiller les points bloquants dans 3 grands domaines, l'énergie et le climat. C'est quoi le coup d'après dans les batteries? C'est quoi le coup d'après dans le stockage? C'est quoi le coup d'après dans l'hydrogène? Deuxième gros secteur, c'est tout ce qui est secteur de la santé. C'est quoi le coup d'après dans le développement de médicaments? Est-ce qu'on peut trouver des solutions à l'antibiorésistance? La résistance aux antibiotiques est un sujet de santé publique majeur. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus rapide dans la prochaine pandémie? Qui n'est pas une question, je ne vais pas faire peur ici, mais ce n'est pas une question de savoir quand, mais pas une question de savoir si, mais c'est une question de savoir quand elle aura lieu. Et enfin, 3e grand domaine, c'est tout le sujet du digital. C'est quoi le coup d'après dans les semi-conducteurs? On a aujourd'hui un monopole quasi mondial de NVIDIA sur les GPU, donc les accélérateurs, les semi-conducteurs pour l'IA. Il y aura une suite. Au lieu d'essayer de construire un NVIDIA bis, concentrons-nous sur c'est quoi le coup d'après du cloud? On voit bien aujourd'hui que le sujet énergétique
Microsoft vient de publier un rapport environnemental catastrophique parce qu'il utilise aujourd'hui énormément d'énergie. On voit bien que la suite, à un moment, il va y avoir un point de blocage. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle en utilisant 1 million de fois moins d'énergie? Ça, c'est un autre programme de recherche qu'on a. Dans le domaine du quantique, est-ce qu'on va pouvoir faire du quantique portable? C'est-à-dire quelque chose qu'on va pouvoir embarquer, qu'on va pouvoir utiliser. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, les feux de forêt, qui est un sujet qui va devenir majeur en Europe continentale, aujourd'hui qui est limité à la partie méditerranéenne, mais qui va devenir un sujet dans la forêt de Fontainebleau, dans la forêt de Brandebourg en Allemagne, dans les forêts nordiques. On n'est pas du tout préparé. Eh bien, est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles manières ce qu'on appelle l'hyperspectral en imagerie satellitaire pour détecter en temps réel tout départ de feu. Parce qu'on sait bien que quand on détecte vite et qu'on arrive à travailler très très vite sur le feu, on évite ces feux catastrophiques comme on a vu au Canada il y a 2 ans, qui ont coûté la vie à 600 personnes et effacé une ville entière. C'était Linton. Ça, c'est des sujets sur lesquels l'Europe peut repasser en tête. Et c'est ça la promesse, c'est de dire, en se concentrant sur le coup d'après et en rendant notre recherche beaucoup plus agile. Donc il y a 2 choses dans JEDI. Il y a à la fois se concentrer sur le coup d'après et à la fois changer complètement la méthode de faire. Aujourd'hui, notre méthode de faire dans la recherche européenne, on fait plaisir à tout le monde. Et ce que je vais dire est peut-être un tout petit peu non politiquement très correct, mais on essaye de faire à la fois de l'excellence et de faire plaisir aux 27 pays. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Il faut faire les deux, mais de manière séparée. Il y a un seul exemple qui est un petit peu c'est le Conseil européen de la recherche, qui est uniquement fondé sur l'excellence. Et d'ailleurs, ça marche très, très bien. Mais tout le reste, c'est des consortiums, c'est des choses qui durent 18 mois avant d'avoir du financement, alors qu'aujourd'hui, on est sur des cycles technologiques. Donc, il faut considérer que la vitesse est tout aussi... Donc, la méthode JEDI, c'est... La vitesse est tout aussi important que l'argent que vous y mettez, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La vitesse, ça dépend de nous. L'argent, ça dépend de nos moyens, qui aujourd'hui sont de plus en plus limités vu les contraintes budgétaires. Deuxième chose, de miser uniquement sur l'excellence, c'est-à-dire ne pas que attendre que des gens candidatent, parce que ce sera ceux qui ont besoin d'argent ou autre, mais de s'assurer que sur un sujet scientifique et technologique, les meilleures équipes participent. 3, être vraiment interdisciplinaire, donc ne pas faire un programme start-up d'un côté et un programme recherche de l'autre, mais de considérer qu'aujourd'hui, il y a des équipes dans le monde des start-up deep tech, dans le monde de l'industrie, dans le monde de la science, et qu'il faut que le meilleur gagne. Et enfin, 4e chose, c'est expérimenter. C'est au lieu de... Moi, je pense que le mot pépite, qu'on adore tellement en France, est une hérésie, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prédire l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, il faut... C'est comme du ball trap, c'est-à-dire si on essaye de viser la cible là où elle est aujourd'hui, on est sûr de louper, parce que elle se sera déplacée entre-temps. Par contre, si vous faites 10 projets en parallèle, mais ça, la puissance publique ne sait pas le faire. Elle adore passer énormément de temps à identifier qui est le bon. C'est ça qu'on essaye de changer. Nous, on finance entre 5 et 10 équipes en parallèle, en allant très vite dans l'allocation des budgets, mais par contre en étant 2, 5, 10 fois plus exigeants en termes de résultats scientifiques et technologiques. Et devinez quoi? Les meilleurs, ils adorent être challengés. Par contre, qui passent aujourd'hui, comme aujourd'hui, 30 à 50% de leur temps à candidater à des programmes Horizon qui sont devenus des enfers bureaucratiques, ça doit changer radicalement, et non pas à la prochaine commission dans 3 ans. Enfin, la prochaine commission est en place à l'automne, mais d'avoir des commissions, des discussions, il faut que ça change en septembre. Qui sont les dirigeants politiques qui sont aujourd'hui capables de s'engager? C'est ça dont on a besoin en Europe. Et vous pensez que les institutions européennes seraient prêtes à considérer une association de la JEDI avec, donc il y a ici European Innovation Council et ERC, European Research Council. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce que vous avez des discussions sur ce point de vue-là? Écoutez, ça a été la première chose qu'on a fait il y a quelques années. Maintenant, le temps a un tout petit peu passé, donc je vais me permettre d'être très direct. Je me souviens d'une discussion avec le directeur général, l'ancien. Il y en a eu plusieurs, donc on va rester un petit peu flou parce que cette personne individuellement est quelqu'un de très grande qualité, qui me disait ce que vous voulez faire avec l'innovation de rupture, de viser le coup d'après, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais maintenant laissez-nous faire, on va le faire. Et ça, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un modèle bureaucratique qui est totalement à bout de souffle. Il nous faut que la puissance publique
comme détenteurs en fait de la légitimité démocratique, de l'expression populaire, donnent le cap. Ça, oui, en impliquant énormément les citoyens. Le Deus ex machina qui sait dans quel domaine scientifique il faut faire de la recherche, je pense que c'est toujours très dangereux. Donc, il faut utiliser c'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que nous, avant de lancer un programme, on essaye de capter les idées, les perspectives de manière très interdisciplinaire des meilleurs en Europe. Et ensuite, de déléguer à des entités beaucoup plus agiles. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie réflexion démocratique. On parle toujours des partenariats publics-privés, mais on est encore vous êtes soit public, c'est-à-dire que vous êtes régalien, vous appartenez à l'État ou à la Commission européenne, soit vous êtes privé, sous-entendu, et c'est un procès qu'on nous fait souvent, vous avez des intérêts privés. Je crois qu'il faut se réveiller, messieurs, dames. Il y a un troisième monde qui est le monde des fondations, de la société civile, des ONG, qui veut l'intérêt général, ce qui est notre cas. Mais qui va avoir des manières de faire beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. Mais ça implique deux choses. Ça implique une grande confiance, c'est-à-dire qu'il faut que la puissance publique soit capable de déléguer des missions d'intérêt général à des acteurs privés. Et deuxième chose, ça nécessite en fait un renforcement de l'intuition, de la compréhension scientifique et technologique de la part des dirigeants. Parce que si la compréhension est aussi faible qu'elle est aujourd'hui, malheureusement, à quelques exceptions, la plupart des dirigeants ou même des parlementaires qui véritablement comprennent ces sujets scientifiques qui sont devenus si cœur, j'espère que je vous ai convaincu en disant à quel point c'est au cœur de nos sociétés aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Ils seront ensuite capables en fait de savoir et de pouvoir bien évaluer la qualité du travail rendu par ces organisations à qui ils délèguent une partie. Si vous ne savez pas juger, vous ne savez jamais arrêter les programmes et vous aurez plutôt tendance à confier ça aux organisations existantes, crédibles, parce qu'il y a une fameuse expression américaine qui dit « You're never wrong by choosing IBM ». Et que ça veut dire, en fait, si vous n'allez jamais prendre le risque de confier quelque chose de sensible à une organisation, qui n'a pas pignon sur rue. Sauf qu'aujourd'hui, comme on est dans ce monde qui est de moins en moins linéaire, qui est de plus en plus exponentiel et en rupture, souvent ce ne sont pas les acteurs traditionnels qui vont avoir les solutions les plus disruptives. Et donc c'est là... Jamais le cas, en réalité. Quand vous regardez, ce ne sont pas malheureusement les acteurs actuels européens de l'automobile qui vont être les grands gagnants du véhicule électrique, je l'espère. Mais quand vous voyez que BYD a déjà 18% de part de marché, si vous rajoutez ça aux 13% de part de marché mondial de Tesla, vous avez déjà un tiers du marché automobile du futur qui est à la fois non traditionnel automobile et non européen. Je pense que ça devrait être code red, alarme rouge en Europe. Est-ce qu'on prend les mesures ? Ce n'est pas les acteurs traditionnels du spatial qui ont révolutionné le spatial. Et je crains que ce ne sera pas les acteurs traditionnels de la santé qui vont... Quand vous voyez aujourd'hui ce que fait DeepMind, alors pour le coup, c'est dans l'environnement Google, qui ont trouvé une solution à un des problèmes les plus difficiles, ce qu'on appelle le pliage de protéines, c'est-à-dire la dimension et la capacité des protéines en fait, à vibrer et à avoir des mouvements très dynamiques pour comprendre comment ils fonctionnent. C'est en fait cette société d'intelligence artificielle basée à Oxford qui a trouvé ça. C'est DeepMind également qui, je ne vais pas faire trop de pub pour Denis Hassabis, mais qui est vraiment un scientifique extraordinaire, qui a développé un modèle qui aujourd'hui permet d'être bien meilleur dans tout ce qui est prévision météorologique. Ça semble anecdotique la météo, mais celui qui dans ce contexte de rapide changement climatique est capable d'anticiper quelques jours de mieux en termes de prévision météo, mais imaginez l'impact dans le domaine de la sécurité de la défense, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la résilience et de la sécurité civile. Enfin, c'est absolument majeur. Donc ces acteurs sont les acteurs de demain. Mais à nouveau, le message d'espoir pour l'Europe, c'est on voit bien que, non pas en étant linéaire, mais en
anticipant le coup d'après. C'est pour ça que chez Jedi, 50% de notre temps, c'est de l'anticipation technologique. On a de plus en plus d'organisations qui nous rejoignent pour y avoir accès. Mais ce n'est pas de l'anticipation pour l'anticipation. Cette anticipation nous permet de prioriser, de mettre des priorités, de ne pas saupoudrer. Là aussi, je vais être très direct, mais on est dans une campagne européenne et je pense qu'il faut aussi dire les choses. Les programmes Horizon, alors je connais que le chiffre pour Horizon 2020, qui est le programme 2014-2020, 37 000 projets financés. Quand vous avez 37 000 projets, vous n'avez aucune priorité. Plus, vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable d'évaluer. Résultat, vous n'arrêtez pas ce qui ne marche pas et vous ne doublez pas la mise sur ce qui marche. Résultat, on dépense beaucoup d'argent, 77 milliards d'euros, pour des résultats, pardonnez-moi, qui aujourd'hui, à nouveau, à part le RC, alors ça fait plaisir à plein de gens. Ça ressemble d'ailleurs à des institutions publiques en France, hein, ça saupoudre. Donc vous allez trouver rarement des gens qui sont contre, parce que tout le monde a un petit peu une part du gâteau. Mais est-ce que la société française, est-ce que la société européenne est en meilleure posture qu'avant cette grande opération de saupoudrage de l'argent public? Je n'en suis pas sûr. Au final, je pense que vous mettez en avant le fait qu'on manque peut-être d'une espèce de corps d'élite de la recherche en Europe, parce qu'on en a au niveau national, on a... je sais pas moi, les Max Planck Institute en Allemagne, on a le CNRS en France, etc. Peut-être que pour faciliter l'émergence de nouvelles institutions qui favoriseraient le financement suffisant de l'innovation de rupture en Europe, on aurait peut-être besoin de créer un contexte plus européen. Ce qui m'amène donc à vous poser 2 questions. La première concerne la défense, parce que la Jedi, c'est plus ou moins tous les sujets importants sauf la défense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là. Est-ce que vous pensez que, compte tenu du contexte avec la Russie, avec l'Ukraine, que les Européens pourraient parvenir à se mettre d'accord, par exemple, sur des objectifs de sécurité européenne qui viendraient nourrir une nouvelle institution d'innovation de rupture, qui serait, là, pour le coup, une vraie DARPA européenne, dans le sens où ce serait de l'innovation de rupture dans la défense, avec, in fine, si tout se passe bien, des répercussions dans le secteur civil, avec beaucoup de croissance, des emplois. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, la DARPA, donc c'est l'institution qui a été créée après le lancement de Spoutnik. Les Américains ont dit plus jamais ça, plus jamais on se fait dépasser par les Soviétiques sur des choses aussi importantes. Et c'est notamment via la DARPA qu'a été financé par exemple le projet ARPANET, qui a été l'ancêtre d'Internet, et une myriade d'autres applications ont été financées. On va parler du GPS. Voilà, le GPS. Pour plus près de chez nous, tout ce qui est l'interface homme-machine, Siri. Voilà, c'est ça. Donc il y a ou le véhicule autonome. Une scientifique, donc je pense, je ne sais plus de quelle origine elle est, mais elle s'appelle Mariana Mazzucato, qui a calculé que 80% des composantes de l'iPhone avaient été plus ou moins financées par la DARPA à un moment. C'est-à-dire pas nécessairement la composante finale qu'on trouve dans l'iPhone, mais à un moment de son développement. Donc en général, plutôt au début. Voilà. Pour ceux qui ont laissé tomber leur téléphone, alors sans faire de pub pour Apple trop, le fameux Gorilla Glass, donc ce qui permet quand même dans la plupart des cas que vous regardez le téléphone qui est tombé, vous vous diêtre mon Dieu, il est cassé, finalement il n'est pas cassé, c'est aussi une innovation qui est sortie de ça. Alors peut-être une chose, il y a une chose aussi où les Européens doivent être conscients, il faut probablement arrêter de faire cette séparation entre civil et défense, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que toutes ces briques technologiques peuvent être transformées en avantages stratégiques ou défense. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes sur les niveaux technologiques vraiment de recherche fondamentale, en fait, toutes ces briques peuvent être utilisées de manière soit civile, soit militaire. Donc le fait de faire une séparation artificielle en France, on appelle ça la base industrielle et technologique de défense, en fait, crée une frontière artificielle. Les Allemands ont été pires, alors c'est près 24 février 2022, où eux, ils ont 2 agences d'innovation, une civile, une militaire, qui travaillent à peu près sur les mêmes secteurs, donc on crée à nouveau des silos merveilleux. Pourquoi est-ce que nous, effectivement, on insiste beaucoup sur le fait qu'on est sur ces 3 grands thèmes? Parce que, on existe avant 2022, donc on savait que si on avait un angle trop défense,
ça aurait du mal à passer sur quelques pays européens. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la plupart des sujets de la DARPA sont très proches. Enfin, les sujets que nous, on porte sont très proches des différentes ARPA. C'est sur le sujet de la santé, c'est sur le sujet des pandémies, c'est le sujet des nouveaux matériaux. Là, on va lancer un programme de recherche sur tout ce qui est essaims de drones. Alors, les essaims de drones, vous les trouvez à la fois à Disneyland et au Puy du Fou. Avec des spectacles absolument extraordinaires, mais c'est probablement ce qui va changer une partie de la doctrine, notamment de l'armée de terre et également de l'armée de l'air dans les années à venir, qui nous pose plein de questions aussi sur tout ce qui est grands investissements, grands objets, porte-avions, avions de chasse, etc. Enfin, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Donc, nous, on plaide pour ne pas le séparer. Deuxième chose, vous parliez de Mariana Mazzucato. Alors moi j'ai une photo avec elle où elle a où je lui ai donné un sabre laser où elle s'écrit I'm a Jedi, donc je suis très fier de cette photo. Néanmoins, Mariana, avec tout le respect que je lui dois, elle n'est pas allée aussi loin. C'est-à-dire que quand elle a conseillé à la Commission européenne, effectivement, elle n'est pas allée... D'abord, je pense que ces fameuses missions aujourd'hui au niveau européen sont un échec quasi complet. Et on y a mis quand même pas mal de milliards, parce que les objectifs ne sont pas assez précis. Là où peut-être l'étude sur la DARPA n'a pas été bien faite, il ne s'agit pas d'être juste sur des missions générales, il s'agit toujours d'avoir des objectifs précis. Parce que quand il y a une mission qui s'appelle rendre les océans plus propres, rendre la ville plus durable, etc. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas un objectif très précis, je ne sais pas, c'est enlever 95% du plastique dans les océans. Objectif très, très, très ambitieux, mais au moins il a l'intérêt d'être précis. Vous savez quels sont les projets qui marchent et qui ne marchent pas. Et donc, vous savez quels sont les projets que vous devez arrêter parce qu'ils ne délivrent pas, ou au contraire, ceux qui marchent parce qu'ils ont une chance d'atteindre cet objectif. Et les problèmes de la DARPA, c'est toujours ça. Et ça, je pense qu'elle n'est pas assez loin. Et deuxième chose, le constat est clair. Pardonnez-moi sur le Conseil européen de l'innovation. À nouveau, c'est un sujet, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis parce qu'il y a des centaines de startups qui aujourd'hui reçoivent de l'argent de l'EIC. Et individuellement, notamment le patron de l'EIC est quelqu'un d'extrêmement bonne volonté, mais c'est devenu un grand fonds d'investissement. Alors, ils font un peu de subventions, mais ils font essentiellement de l'equity. Très franchement, ce n'est pas la bonne utilisation de l'argent public. Laissons les fonds d'investissement privés, qui sont bien plus compétents et bien plus agiles, travailler sur les sujets où il y a un retour, un business model, et concentrons l'argent public là où, justement, il faut faire des grands paris. Et c'est ça. La DARPA, dès qu'il y a... ne va pas sur des programmes, ne finance pas des programmes ou un Nous, on a cette tendance, et c'est vrai que c'est plus facile pour un homme politique de lancer un grand fonds à 3 milliards que de travailler vraiment sur des sujets scientifiques, technologiques, très avancés, où il y a un risque total de tout perdre, parce que c'est ces fameux moonshots. Et c'est ça sur lequel... Donc, première chose, objectif précis. Deuxième chose, mettons bien la puissance publique sur ce qu'elle sait faire de mieux et le privé sur ce qu'il fait de mieux. Donc, cet appel à avoir un nouveau type de partenariat public-privé, je crois, beaucoup plus moderne qu'on ne le fait aujourd'hui. Et troisième chose, être réaliste aussi sur la capacité de nos institutions. Il ne s'agit pas de dire du mal des institutions, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel, il y a 500 ans, qui disait « N'essayez pas de changer les institutions, créez quelque chose de nouveau à côté, et les institutions anciennes s'adapteront, il a même rajouté, ou mourront. » Et à l'époque, Machiavel, je le rappelle, c'était quand même une dictature, donc il avait la capacité, avec son prince, de faire ce qu'il veut, et bien, malgré ça, il disait « Il faut créer quelque chose de nouveau à côté ». Et aujourd'hui, ça, on en est strictement incapable. On a un programme en France qui s'appelle France 2030, qui est quelque chose de remarquable, parce que pour la première fois, je me souviens du discours du président de la République en octobre 2021, disait deux choses dont on est convaincu, et j'espère qu'on y a, parmi beaucoup d'autres, contribué. Une bonne innovation 6 mois trop tard ne vaut rien. Ça a beaucoup choqué dans le monde scientifique, mais il a raison.
On voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une prime à ceux qui vont les premiers. Et deuxième chose, ils disaient on va essayer de se concentrer sur quelques priorités. Malheureusement, en janvier 2022, donc 4 mois après, dans les décrets d'application, en petits caractères, il y avait 100% des engagements de France 2030 seront gérés par les 4 grands opérateurs de l'État, qui sont tous talentueux. Ouais. Mais citez-moi des choses réellement de rupture qui sont sorties de ça. Non. Et donc finalement, on aboutit avec beaucoup de bonne volonté du secrétaire général de France 2030 qui fait un travail remarquable, mais bon, on saupoudre. Et on saupoudre 54 milliards d'euros. Hein. Oui. Et je rappelle, la DARPA, c'est 3 milliards d'euros par an. Donc on pense toujours que c'est des milliards. Non, l'argent, plus d'argent est toujours mieux que moins d'argent. Mais aujourd'hui, notre message, c'est de dire, ayez le courage à la Commission ou dans les différents États membres, et c'est mon dernier point, ne créez pas toujours des nouvelles structures, déjà, soutenez celles qui existent, Jedi ou d'autres, mais mettez 10%, mettez 5%, mettez 1% dans Jedi de ce que vous mettez par ailleurs. Comme dirait Mandela, au pire, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir tout essayé, et au mieux, on va réussir des ruptures. Donc dans tous les cas, vous gagnez. C'est marrant, puisque dans l'étude qu'on va sortir la semaine prochaine, on propose 0,02%, 0,02%. Hein, pour Jedi, j'espère. Du PIB de l'Union européenne. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est plus ou moins le montant qui a été alloué à la DARPA chaque année depuis 1958. Et ça représente aussi à peu près 3-4 milliards, quoi. Et donc, effectivement, peut-être à la DARPA, si jamais vous arrivez finalement à convaincre les institutions européennes. Alors, on est en train d'arriver à les convaincre. Ouais. Et on va avoir normalement pas mal de soutien de quelques États membres. Ouais. On a de plus en plus de grandes fondations et de philanthropies qui réalisent qu'on peut tous attendre un État plus agile, plus rapide, plus stratège. Mais c'est aussi à la société civile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste toujours tout attendre de l'État et rien faire soi-même. Et quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, aux États-Unis, de plus en plus, et à nouveau, ce n'est pas un modèle absolu, mais vous vous rendez compte, alors peut-être pour des raisons d'ego, de prestige, etc., de plus en plus, la recherche la plus avancée, elle est aussi financée en partie par Bill Gates sur la malaria ou le sida, Bloomberg sur tout ce qui est qualité de l'air dans les villes, enfin avec des sujets très précis, Bezos sur la biodiversité. Voilà. Donc, j'en appelle aussi à ce que tous nos grands milliardaires ou grandes fondations, c'est très bien de donner à l'art, il faut continuer à le faire, mais qu'est-ce que vous donnez à la science et à la recherche ? C'est ces sujets-là qui détermineront l'avenir de nos sociétés. Donc c'est très important qu'ils n'attendent pas tout de l'État, mais qu'ils s'engagent également eux-mêmes. Très bien. Alors, j'avais une deuxième question à vous poser. Et ensuite, je vous poserai plutôt des questions, et ce sera les dernières, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement, sur votre vision de l'Europe et ce que vous feriez si vous étiez président de la Commission européenne. Donc, ça, on garde pour la fin. Avant cela, donc, j'aimerais juste vous interroger, et peut-être ne pas être d'accord avec vous. J'aimerais vous interroger sur le système chinois des Little Giants. Est-ce que vous avez entendu parler de ce système ? C'est un système que j'ai trouvé assez étonnant. On ne sait pas vraiment si ça marche pour le moment, mais c'est un système de ligue sportive. C'est-à-dire qu'on va financer des entreprises avec différentes conditions. On va leur donner accès à des moyens de production avec différentes conditions en fonction de la ligue à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés pour entrer dans le système et ensuite ils peuvent gravir les échelons de la ligue, ils peuvent redescendre. Et donc ça, c'est censé les inciter au final à donner leur meilleur effort pour produire de l'innovation de rupture, pour permettre à la Chine de devenir autonome, être en autarcie, etc., puisque c'est l'un de ses objectifs. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là ? Alors, je vais faire quelque chose. Je vais déjà peut-être compléter un point qui est très important avant de parler des Little Giants. On a une habitude, on en aura peut-être à la conclusion, de toujours vouloir réinventer la roue. Donc en ce moment, vous avez plein de rapports qui sont sortis, on en parlera peut-être, qui disent qu'il faut une DARPA européenne, etc. Ouais. Et déjà, regardons ce qui existe. Ouais. Et soutenons ce qui existe. Parce que, en fait, vous vous rendez compte que pour beaucoup de gens, en fait, c'est le tabula rasa, la table rase et recréer tout, ouais. c'est assez excitant. Déjà, soutenons ce qui existe, et je pense que ça, c'est très important. Parce que sinon, on se fait plaisir, mais en fait, on n'avance pas. Sur l'autre sujet que vous parliez, c'est est-ce qu'il faut un corps d'élite ou pas ?
il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une répartition. Vous savez la différence entre l'égalité et la justice. Moi, je suis pour la justice et je ne suis pas pour l'égalitarisme. Oui. Quand on donne le même ticket essence à des gens qui payent l'ISF ou des gens qui sont au SMIC, mais on est totalement injuste. Oui. Mais par contre, on se donne l'impression qu'on a la même chose avec ça. Ça, c'est quand même quelque chose qui profondément doit changer dans nos sociétés. Je pense que nos citoyens, ils ont d'abord un besoin de justice. C'est pour ça qu'il faut mettre plus d'efforts sur l'éducation, sur les quartiers en difficulté, que sur les beaux quartiers de Paris ou d'autres. Il faut donner... Et ça, c'est quelque chose qui vraiment... quand je dis... Et donc, sur la recherche, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez quelques stars dans l'intelligence artificielle et vous avez beaucoup d'autres personnes. Ce qui ne veut pas dire que les uns et les autres n'ont pas leur utilité. Mais si on veut viser le coup d'après, c'est uniquement sur ces superstars qu'il faut qu'on mise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner à tout le monde de manière équilibrée. Il s'agit de dire que pour le coup d'après, eh bien oui, on va essayer de maximiser la capacité des meilleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les meilleurs existants, mais aussi les meilleurs à venir. Il ne faut pas juste donner au professeur docteur qui a, depuis 30 ans, fait sa carrière dans un centre de recherche allemand et qui est indétrônable. D'ailleurs, je remarque qu'en Allemagne, on est encore dans une position, dans beaucoup d'institutions très pyramidales. En Suisse, par exemple, à l'EPFL, tous les profs, très horizontal. Qu'ils aient 60 ans avec plusieurs honoris causa et les nouveaux, ils ont les mêmes bureaux. Donc il faut viser l'excellence. Et ça, je pense que ça a une conséquence d'ailleurs en termes de politique publique. Quand, je pense, dans ces locaux de Google, c'est intéressant de le dire, il faut qu'on rénove aussi notre politique de la concurrence. Quand en 2014, Google rachète DeepMind, on estime qu'à l'époque, un tiers des meilleurs dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, était dans cette société. Je pense que la concurrence a été beaucoup plus faussée par ce deal-là, alors que DeepMind faisait 60 millions de livres. Donc, passait totalement sous les radars des vieux critères européens de concurrence, de part de marché, etc. Mais ça ne veut plus rien dire, ces critères. Il faut que Mme Vestager mette aussi son logiciel à jour. Les parts de marché. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'accès au talent et est-ce qu'on a justement la capacité de viser le coup d'après. C'est comme ça qu'il faut qu'on rénove aussi notre politique de concurrence. Je ferme la parenthèse. Sur les giants, je pense que c'est tout à fait intéressant le fait de dire il ne faut pas mettre tout le monde, et c'est cohérent avec ce que je viens de dire, il ne faut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Vous allez avoir la Formule 1, l'exploration spatiale qui permet justement, comme le disait Kennedy, de tester nos meilleurs... c'est là où qu'on est à la frontière. C'est là qu'on vraiment on repousse l'enveloppe, comme diraient les aviateurs. C'est là qu'on va inventer les nouveaux matériaux. Mais il nous faut aussi énormément de recherche appliquée qui va transformer ça. Donc en fait, il faut un bon écosystème. Mais par contre, il ne faut surtout pas mettre tout sous la même boîte et les mêmes procédures. Quand j'entends qu'un prix Nobel de quantique, il y en a 3, ça tombe bien, donc je ne vous dirai pas qui m'a dit ça, passe 35% de son temps, 35% de son temps à remplir des dossiers pour avoir telle ou telle subvention. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste que ce n'est pas la meilleure utilisation du temps d'un Nobel. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce de sur certains des fast track, ce qui n'empêche pas d'être peut-être vis-à-vis de ce Nobel 10 fois plus exigeant que par rapport à un jeune chercheur ou un chercheur peut-être moins avancé. Mais il faut savoir différencier. On ne sait pas faire ça. Il faut avoir des programmes différenciés et il faut avoir le courage de l'expliquer. Je pense que là, le monde politique a une vraie responsabilité, c'est-à-dire d'assumer des politiques différencier, parce que les problèmes doivent être... On ne va pas travailler sur le développement de la Corse comme on va travailler sur le développement de la Bavière. Il y a des... Et c'est peut-être... On va peut-être créer une Silicon Valley en Corse. Oui, je suis... En tout cas, ce qu'il faudrait, je pense que la Corse a tout intérêt et a une opportunité... Et je ne veux vexer aucun Corse en disant cela. Évidemment. Non, pas du tout, mais un des sujets, je pense, qui serait tout à fait intéressant, puisque vous me lancez là-dessus, c'est la Corse. Je ne suis pas sûr sur le digital, mais en tout cas sur les technologies du climat, faire une espèce de laboratoire, d'ailleurs une île qui est un endroit fermé où on peut tester en grandeur réelle les réseaux intelligents, les réseaux hydrogène, les réseaux électriques,
l'électricité avec 100% d'énergie renouvelable, ça serait justement un très bon laboratoire. Mais il faut être très stratégique avec cette approche. Et donc, vous voyez, ce que je dis sur cet aspect différencié veut dire que, il faut savoir où on veut aller. Aujourd'hui, on est beaucoup trop dans le process, c'est-à-dire on est dans le process de il faut donner, mais où est la vision ? Où est l'objectif ? Là, Mariana a raison, c'est est-ce qu'on développe des énergies renouvelables pour réellement avoir un impact sur notre bilan carbone ? Est-ce qu'on développe ces énergies renouvelables pour ainsi créer une industrie chez nous en France et en Europe ? Ou est-ce qu'aujourd'hui le Green Deal est en train de devenir ce qu'il est en train de devenir, une espèce d'immense processus d'acquisition de biens d'équipement chinois, véhicules et batteries ? Et oui. Malheureusement. Alors, très bien, on va passer à la dernière série de questions, donc je vais être très rapide, c'est très simple. Votre vision de l'Europe à un horizon 2030, quel moonshot pour l'Europe ? Dans quel secteur ? Et si vous étiez président de la Commission, que feriez-vous ? Oh là là, alors voilà. Ça c'est 2 questions faciles évidemment pour terminer. Déjà sur les moonshots, je pense qu'il faut, on va commencer par le climat. C'est-à-dire, moi, mon rêve, c'est comment est-ce qu'on convertit cette frustration qui, pour moi, est légitime, notamment d'une partie de la population, notamment les plus jeunes, sur l'inaction, sur une certaine forme d'inaction climatique. Comment on convertit ça en énergie positive ? Et je pense qu'effectivement, se dire, est-ce qu'on peut inventer le stockage du futur ? Est-ce qu'on peut faire des énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires, sans utiliser, sans que ça devienne un enfer parce qu'on va faire des mines partout, ou bien est-ce qu'on va faire des mines qui n'ont pas d'impact environnemental en termes de consommation d'eau ou d'énergie ? Aujourd'hui, tout le secteur minier au total, c'est 10% des gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier moonshot. La deuxième chose, c'est le sujet de la santé. Ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on peut trouver une solution aux enjeux d'antibiorésistance ? Enfin, tous les gens qui ont eu une infection récemment, on peut-être utilisé des antibiotiques. 2 tiers des antibiotiques qu'on utilise sont pour rien parce que c'est viral. Et donc, on a un vrai enjeu qui, d'après certaines études anglaises notamment, ça sera 10 millions de personnes qui décéderont par an en 2050. Aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles découvertes majeures dans les antibiotiques depuis 20 ans. Troisième chose, aussi sur le sujet de l'énergie, alors c'est peut-être la chose la plus lointaine, mais on a un problème avec le nucléaire parce qu'il y a des visions politiques très différentes sur la fission. Mais la fusion nucléaire, qui en fait recrée ce qui est l'énergie des étoiles, il y a eu des vraies percées. C'est quand même un comble que sur les 30 organisations qui travaillent là-dessus, alors certes on a ITER en France, mais sur les 30, il y en a 28 qui sont américaines. C'est quand même pas les États-Unis qui ont aujourd'hui un problème énergétique, c'est l'Europe. Où il est le grand programme là-dessus. Donc vous voyez, ça serait des moonshots à la fois dans le domaine du climat, sur le stockage. Est-ce qu'on peut faire des éoliennes sans terres rares ? J'en ai parlé. Est-ce qu'on peut trouver une solution ? Est-ce qu'on peut réinventer la manière de développer des médicaments ? Enfin, voilà. Ça serait vraiment les moonshots qui me semblent. Et enfin, un qui me semble clé. Tout le monde parle en ce moment de désinformation, de deepfake, etc. Est-ce qu'on peut, au lieu de voir le digital comme un ennemi de la démocratie, et c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont eu tendance à polariser, les deepfakes, donc ces fausses vidéos générées par l'IA, ont plutôt une tendance à déstabiliser tout ce qui fait autorité, que ce soit des égéries de marques, que ce soit des institutions financières, et que ce soit évidemment des hommes politiques. Est-ce qu'on peut utiliser... Moi, j'aurais rêvé, je l'ai proposé depuis 1 an et demi. Je peux citer le nom des responsables politiques européens qui n'ont même pas répondu à ce qu'on proposait. C'était de dire, ces élections européennes, au lieu d'en faire 27 élections nationales, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser justement l'IA, la traduction automatique, pour faire en sorte qu'un homme politique de Bavière... Aucune. C'est absolument... Donc tout le monde adore parler des deepfakes, mais personne ne veut vraiment le mettre en œuvre. Probablement parce qu'en fait, ils n'ont pas compris l'enjeu non plus. Peut-être, mais imaginez, vous avez un homme politique bavarois qui va parler avec l'accent bien bavarois, qu'on arrive... à mettre en traduction automatique et à contextualiser dans un environnement, je ne sais pas, breton ou irlandais ou d'Algarve au Portugal, soudain, cet homme politique devient audible. Exactement. Soudain, vous avez une agora, on a appelé d'ailleurs ça le programme Agora, mais écoutez, c'est toujours possible. On a une élection, certes, le 9 juin, mais on va en avoir beaucoup en France, en Allemagne. C'est toujours possible et c'est un programme où il faut mettre un peu de moyens, mais pas énorme. Et surtout, on peut mobiliser les meilleurs qui travaillent sur l'IA, sur la traduction. On a
riche... On critique toujours les grandes plateformes IA nord-américaines pour être très anglo-saxonnes, parce qu'elles ont été nourries essentiellement avec des bases de données anglo-saxonnes. Bien. Mon rêve, ça serait que justement on utilise cette diversité de langage européenne, mais non pas en étant très conservateur, en disant « Oh mon Dieu, surtout on ne change rien, on reste dans la traduction ». Je crois qu'il y a 520 combinaisons de traduction sur les langues officielles, enfin sur les langues parlées au niveau du Parlement européen. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir ? Donc moi, mon rêve, c'est une Europe qui se projette et qui a confiance dans ses citoyens et qui invente le futur et qui ne se le laisse pas dicter par d'autres. Très bien. Hâte de voir justement peut-être un prototype de votre projet Agora. Parce que c'est effectivement une idée qu'on a eue, nous, au Centre de politique européenne et dans notre think tank. Enfin, ça fait partie des idées qu'on a. Et on s'étonnait de ne pas voir ça apparaître. Donc, si vous êtes les premiers à le faire, ce serait génial. Si demain, alors effectivement, les 27 nous parlent en français, ça va changer la donne. Si Trump nous parle en français, ça va changer la donne. Je pense que l'un des discours qui avait le plus marqué à ce propos ces derniers mois, c'était Javier Milei à Davos, qui avait été traduit dans toutes les langues. Et effectivement, moi, je l'avais vu en français. Et, on sent quand même qu'on a affaire à un Argentin qui a été traduit en français d'une certaine manière, et peut-être qu'on peut encore passer ce petit gap, justement, et c'est votre rôle avec ce projet. Donc, si vous arrivez à faire ça, c'est absolument fabuleux. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter encore quelque chose en revêtissant le costume de président de la Commission européenne. Voilà, donc on est en novembre 2024, vous êtes président de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous commencez par faire ? Alors déjà, je ne commanderai pas d'audit, de commission, de rapport, parce que je pense que, vous le disiez vous-même, ces idées ne sont pas nouvelles. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire quand vous avez Jean Tirole, et on est vraiment ravis que lui et ses collègues adressent quand même une critique très très lourde au système d'innovation européen. D'accord, nous, ça fait quelques années qu'on le dit. On est heureux parce que Jean Tirole aura un poids beaucoup plus important que nous pour le dire. Maintenant, il faut le faire. Et en fait, on se rend compte qu'en Europe, on est souvent amoureux du problème, mais la mise en œuvre est quelque chose qui n'est pas forcément très valorisé. Idem avec le rapport Draghi ou l'État qui disent, nous, ça fait 3 ans qu'on dit le marché unique est un mythe. Aujourd'hui, il n'existe pas de marché unique, alors que sur le marché technologique, le risque, il est partout le même. Ce qu'il faut, c'est créer un marché continental. Et aujourd'hui, il n'existe pas dans tous les secteurs d'avenir, dans la santé, dans l'énergie, dans la cyber, etc. Donc, 1 an sans rapport et mise en œuvre. Deuxième chose, lancer ces quelques moonshots à la façon un peu Kennedy, c'est-à-dire, alors tout le monde n'est pas Kennedy et personne ne peut se prétendre d'avoir son talent et son charisme, mais il y a quelques sujets où on peut réconcilier non pas cette petite élite, et heureusement qu'il y a cette élite d'entrepreneurs, de scientifiques, etc., mais de faire en sorte que la science et la technologie redeviennent quelque chose qui est le progrès au sens large redevienne une idée neuve en Europe. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit aspirationnel et qu'on ne soit pas juste tout le temps en train de rêver du bon vieux temps, qui est quand même aujourd'hui quelque chose qui est l'essentiel, le retour sur les frontières, le retour sur ce qu'était la France, l'Allemagne ou l'Europe d'antan. Donc de lancer quelques moonshots sur le climat, mais ne pas faire de la science pour la science, mais de faire de la science pour un vrai enjeu sociétal. Et troisième chose, je dirais faire vraiment se concentrer au niveau de la Commission et des institutions européennes sur ce qui est le cœur de notre métier, ce qui est d'être un petit peu la parole avancée des États membres, cette vision, c'est où est-ce qu'on veut aller. Moi, personnellement, je n'entends aucune vision de où on veut aller. Il y en a quand même une récemment, mais... Après, absolument, mais qui soit quelque chose de tout à fait concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut être sur les domaines de la santé, où est-ce qu'on veut être. Il faut aller plus loin que le concept d'Europe puissance. C'est assez flou sur ces sujets-là. Voilà, il faut qu'on soit précis et donc se concentrer là-dessus. Je pense que c'est moi justement, je pense que beaucoup même de gens qui sont plutôt libéraux. Il ne s'agit pas d'appeler à moins d'État. Là, pour le coup, je me distingue beaucoup de Javier Milei, mais de concentrer la puissance publique sur cette vision stratégique, mais pas une vision stratégique qui est faite avec les 15 000 fonctionnaires de la Commission, aussi bon soit-il, ou plus, ou 35 000, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais en tout cas, ils ne sont pas si nombreux que ça.
et ils sont de très bonne qualité, mais d'essayer d'avoir un vrai truc, quelque chose de très participatif. Mais il y avait eu la Convention pour l'avenir de l'Europe, etc. Enfin, tout ça existe déjà. De se concentrer sur cette vision, d'être très exigeant sur l'atteinte. Je veux dire, c'est quand même incroyable que les objectifs de Lisbonne, on les ait posés, mais en fait, tout le monde se désintéresse si on les a atteints ou pas. Très loin des 3%. Mais voilà, non, mais à un moment, il faut quand même... Et de déléguer à la société civile la mise en œuvre de beaucoup de ces missions. Et de ne pas créer une espèce d'immense secteur public ou parapublic qui, en fait, ne fera pas bien ces missions essentielles qui sont la vision stratégique, la préparation de l'avenir et notamment l'éducation, la recherche. Vraiment, il faut qu'on se concentre sur les missions, les faire bien, parce que c'est comme ça aussi qu'on recréera de la confiance avec nos dirigeants. Moi, ma plus grande inquiétude, c'est que justement, ça soit les partis extrémistes qui soient ceux qui promettent, je pense de manière erronée, une certaine efficacité. Il faut que si j'étais dans ce rôle, ce qui est tout à fait théorique et improbable, il faut revenir à une commission efficace et à impact et qui réellement change le monde. Et il faut qu'on ait une vraie ambition et il faut qu'on ait une vraie fierté de nos valeurs et ne pas être dans le compromis mou. Je pense que, donc, première chose, pas de commission, de la mise en œuvre. Deuxième chose, des moonshots. Et troisième chose, faire confiance à la société civile. Monsieur André Lescrouc-Pietri, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous, c'était un échange passionnant. Effectivement, de mon côté également. Donc, j'espère que ça vous a plu, que tous les auditeurs et spectateurs ont aimé. Et à bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Et allez voter. Et allez voter, évidemment, mais je pense qu'on l'a déjà dit, alors on va le redire encore une fois. Allez voter le 9 juin prochain.